Et si un simple médicament pour le cœur avait changé la sexualité de millions de personnes à travers le monde? Bienvenue dans l'Instant où, la chaîne où chaque semaine on te révèle ces petits moments oubliés qui ont changé le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez incroyable du sildenafil, plus connu sous le nom de Viagra. On a regardé pas mal de sources, des articles, des témoignages. Oui, et tout converge. C'est l'histoire d'une recherche pour soulager l'angine de poitrine qui a pris un virage complètement inattendu. Notre but, c'est de comprendre comment ça a pu arriver, cette découverte un peu folle. Absolument. C'est vraiment un cas d'école de sérendipité en sciences. Une avancée majeure, mais qui découle d'une observation presque fortuite, alors que l'objectif était tout autre. Alors pour bien comprendre, il faut revenir au début. Ça se passe où et quand exactement? Alors on est dans les années 80, début 90. Ça se passe au Royaume-Uni, dans le centre de recherche de Pfizer, à Sandwich. Et là-bas, l'équipe scientifique, elle cherche activement un traitement pour l'hypertension et surtout pour l'angine de poitrine. C'est cette douleur dans la poitrine quand le cœur reçoit pas assez de sang. Oui, je vois. Un vrai problème de santé publique à l'époque. Exactement, il y avait une forte demande pour ce genre de médicaments. Mais on imagine que trouver un médicament, c'est pas simple. C'est long, ça coûte cher, des milliers de molécules testées, souvent pour rien. Et Pfizer, à ce moment-là, c'était déjà un géant, hein. Pas autant qu'aujourd'hui dans tous les domaines, non. Ils cherchaient justement à innover. Et la molécule dont on parle, elle avait un nom de code UK92 8080. UK 92 8080. Oui, et le numéro 9280, ça indique que c'était la 948e substance qu'ils testaient là-bas à Sandwichus. Incroyable. 998, 80 tentatives, ça donne le vertige. Et cette molécule, elle devait faire quoi à la base? Elle ciblait une enzyme spécifique, la PDE5, la phosphodiesterase de type 5. L'idée, c'était qu'en bloquant cette enzyme, on allait relaxer les muscles des vaisseaux sanguins. Pour améliorer le flux sanguin vers le cœur. Donc, Logique pour l'angine de poitrine. voilà. Et les tests sur animaux semblaient prometteurs de ce côté-là pour la relaxation des vaisseaux coronaires. Donc, étape suivante, les essais sur l'homme. D'accord. Ils ont commencé quand ces essais cliniques? En juillet 1991, sur des volontaires humains pour tester l'efficacité contre l'angine et l'hypertension. Et alors, les résultats? Le succès espéré était au rendez-vous? Eh bien, pas du tout. C'est là que ça se complique. Grosse déception en fait. Le médicament s'est révélé très très peu efficace pour ces problèmes cardiaques. Les effets étaient vraiment minimes. L'équipe était assez démoralisée et la direction pensait sérieusement à tout arrêter. Le projet était sur la sellette, quoi. Le projet était donc quasiment mort. Mais alors, comment on passe de cet échec à la découverte qu'on connaît? Grâce à un effet secondaire totalement inattendu. Il y a eu une étude sur 10 jours avec des doses un peu plus fortes, sur des volontaires masculins en bonne santé. Et c'est là que les choses ont changé. En fait, en recueillant les témoignages des participants Via des questionnaires? ou des entretiens, Oui, voilà. Les infirmières, les attachés de recherche clinique notaient les retours. Et un truc est apparu de façon récurrente. Et c'était quoi ce truc? plusieurs hommes ont signalé, comme ça, spontanément, des érections. Fréquente. Et assez marquées. Certains ont dit « il se passe quelque chose de bizarre », ce genre de choses. J'imagine la surprise des chercheurs. Oui, c'était la première fois qu'un médicament en test provoquait ce type de retour aussi direct de la part des patients. Mais cet effet, ça aurait pu rester une anecdote, non? Le médicament était toujours un échec pour le cœur. Tout à fait. Et il a fallu la conviction de quelqu'un en particulier, un chercheur qui a vu le potentiel là-dedans. Il a insisté, hein. Il a dû batailler ferme pour obtenir le financement et réorienter les recherches vers la dysfonction érectile. On raconte même qu'il a dit à son chef « Je ne pars pas tant que vous ne me donnez pas l'argent ». Il a argumenté pendant 1 heure, paraît-il. Incroyable. Sans cette insistance, cette conviction, peut-être pas de Viagra aujourd'hui. C'est très probable, oui. Sans cette réorientation, la molécule aurait sans doute fini aux oubliettes.
Et ensuite, une fois réorientés, les essais ont fonctionné. Oui, les essais cliniques pour la dysfonction érectile ont été concluants et l'autorisation de la FDA, l'Agence américaine du médicament, est arrivée assez vite, le 27 mars 1998. Et là, le succès a été immédiat, j'imagine. Phénoménal. Plus d'1 million de prescriptions juste au premier mois aux États-Unis. Et la première année, plus d'1 milliard de dollars de revenus. C'était fulgurant. Et au-delà des chiffres, l'impact sur la société a été énorme, non? Ça a changé la façon de parler de la dysfonction érectile? Complètement. Ça a brisé un tabou. On est passé d'un sujet un peu honteux à une condition médicale traitable. Et avec une solution simple, une pilule, beaucoup plus acceptable que les injections ou les implants qu'il y avait avant. Comment ils ont fait pour que ça devienne si normal d'en parler? Il y a eu une communication très forte. Et puis des personnalités connues, comme l'ancien sénateur américain Bob Dole, qui en ont parlé ouvertement. Ça a aidé à normaliser. Et bien sûr, ça a ouvert un marché énorme, avec l'arrivée du Cialis, du Levitra. Oui, les concurrents sont vite arrivés. Exactement. Le seul gros problème aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la contrefaçon massive sur Internet. C'est un vrai danger pour la santé. Donc pour résumer, une recherche pour le cœur qui échoue, un effet secondaire remarqué, la ténacité d'un chercheur, et hop, une révolution médicale et même culturelle. C'est fou comme l'imprévu peut tout changer en science. Absolument. Et ça pose question, hein. Combien d'autres découvertes se cachent peut-être dans des effets secondaires qu'on ignore parce qu'ils ne correspondent pas à l'objectif de départ? C'est une bonne question. Ou alors, ça montre bien comment la science, le commerce et notre regard sur la santé, la sexualité, comment tout ça s'influence mutuellement pour créer ou non une innovation. Merci d'avoir écouté cet instant où tout a basculé. Si tu veux d'autres histoires vraies et étonnantes, abonne-toi, partage cet épisode et laisse un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé.